Faites vos courses plus sainement. Pensez alimentation locale et durable. Vous croyez vraiment que j'ai le temps pour ça? Vous savez que ça ne vous prendra pas tellement plus de temps. En fait, il y a plein de producteurs locaux à côté de chez vous. La région namuroise est riche en terres agricoles. Elle compte déjà 600 producteurs respectueux de l'environnement. Mais écoutez plutôt l'avis éclairé de notre expert. Namur compte 37% de terres cadastrées agricoles, soit 6380 hectares. On estime qu'environ 90% de ces terres sont effectivement utilisées pour l'agriculture. On estime cela en regardant aux déclarations de superficie qui sont rentrées par les agriculteurs en vue de l'obtention des primes PAC. Ces terres sont principalement utilisées pour des grandes cultures, pour 62%, et pour 30% pour des prairies. Des légumes sont cultivés sur 3%, soit 153 hectares, et des fruits sur 1%. Si on regarde de plus près aux légumes, il s'agit ici principalement de légumes de plein champ, cultivés sur grande surface, qui sont pour la majorité destinés à l'industrie de transformation, à la surgélation par exemple. On ne retrouve pas dans ces chiffres les maraîchers qui cultivent sur petite surface, parce que la plupart ne demandent pas de prime PAC. Si on regarde de plus près aux grandes cultures, ce sont principalement des céréales et grains destinés à l'alimentation animale. On n'a pas les chiffres précis pour Namur, mais en Wallonie, seul environ 10% des céréales arrivent jusque dans nos assiettes. Les betteraves et les pommes de terre sont cultivées ensemble sur 16% du territoire. Ces cultures sont des cultures qui sont de grandes consommatrices de pesticides. Selon une étude de l'UCL, pour les pommes de terre, la consommation de pesticides est en moyenne de 7 kg à l'hectare et de 11 kg pour les betteraves. À titre de comparaison, pour les céréales en conventionnel, c'est en moyenne 3 kg à l'hectare. 5% des terres agricoles appartiennent à l'État, dont 85 hectares à la ville de Namur. 78% des terres agricoles namuroises appartiennent à des particuliers. Plus de 50% sont domiciliés en dehors de Namur. 17% appartiennent à des entreprises, peut-être des entreprises agricoles, forestières ou même immobilières. 5,45% des terres agricoles namuroises sont certifiées bio, ce qui représente 7 fermes certifiées. Les cultures qui sont le plus représentatives du bio sont les fruits et les légumes. 34% des fruits cultivés sur le territoire sont en bio et 26% des légumes. Selon l'enquête, la dernière enquête du SPOE qui date de 2016, Namur compte 85 exploitations agricoles. Les orientations principales des fermes namuroises sont l'élevage, la polyculture élevage et les grandes cultures. Comme ailleurs en Wallonie, la pyramide d'âge des agriculteurs est élevée. Selon la dernière enquête du SPOE en 2016, 21 agriculteurs avaient plus de 65 ans. Et beaucoup n'ont pas de repreneurs, ce qui pose la question de la transmission. Le circuit court est bien représenté sur le territoire namurois, avec 8 fermes proposant de la vente directe à la ferme et paysans artisans qui comptent maintenant 3 magasins et de nombreux points de ralliement. Alors tu vois Sophie, il y a tout ce qu'il te faut pour consommer durable et local à Namur. Ok sur le principe. Mais si tout le monde consomme durable et local, il n'y en aura pas assez pour subvenir aux besoins. Ou bien les prix vont flamber. Si les terres de la commune étaient affectées à certaines productions, aux productions qu'on consomme au final, on arriverait à ces quarts de potentiel de nourrir la population. Je peux m'expliquer un peu mieux. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut savoir que la commune de Namur, ou donc les terres agricoles qui sont cultivées ici dans la commune de Namur, une grande partie, 80% de ces terres, ils sont affectés seulement à 4 produits, aux 4 cultures. Donc on a des cultures fourragères pour nourrir les animaux d'élevage, des céréales, des pommes de terre et des betteraves sucrières. Ces chiffres de encart, ils pourraient être possibles, mais avec à la fois un changement des affectations du territoire, donc les cultures, on doit diversifier un peu les cultures qui sont produites dans le territoire, et à la fois aussi on doit s'en passer parce que les modèles se basent sur les cultures qui sont possibles de se faire dans notre territoire. On a très peu de produits en quantité. Voilà, on est en train de parler des 4 grandes cultures qui sont cultivées sur le territoire, donc un des grands freins, c'est cette diversification. Donc on pourrait commencer là-dedans des pistes d'intervention pour diversifier les territoires. La ville de Namur, en tant que propriétaire, comme d'autres propriétaires terriens, elle loue ses terres agricoles à des agriculteurs du coin. On sait aujourd'hui qu'il y a des manières juridiques
que la ville pourrait éventuellement jouer dans ces terres qui appartiennent à elle-même, de promouvoir, c'est son désir de la commune. Ça, c'est écrit dans la déclaration de politique communale aussi, d'augmenter la capacité, l'autonomie alimentaire de la ville. Donc, si c'est un désir politique, on pourrait tout à fait imaginer que cela est traduit aussi dans des cahiers des charges pour l'occupation de ces terres de la commune. Ça serait une piste d'intervention. Un autre point, une autre piste d'intervention qui a été un peu exploitée aussi, c'est la question des marchés publics. La ville de Namur, elle est responsable elle fournit des repas, soit à la cantine dans les écoles, dans les maisons de repos. Donc la ville de Namur elle-même, elle a un pouvoir d'achat des nourritures qui pourrait, pourquoi pas, se diriger à des projets qui sont nourriciers. Donc on pourrait imaginer qu'une partie de la nourriture qui est fournie par la ville de Namur soit produite à la ville de Namur elle-même. Donc, au travers des marchés, des achats publics, la ville de Namur a certainement, oui, un pouvoir d'achat, un pouvoir de choix et un pouvoir de soutenir certaines activités économiques. Et dans ces cas, on pourrait voir, à partir du moment qu'on a des opportunités économiques, comme l'agriculture est une activité professionnelle aussi, on pourrait imaginer à la fois que les agriculteurs qui sont déjà installés sur le territoire pourraient éventuellement s'intéresser à diversifier la production. Et aussi, on ouvre des opportunités pour de nouveaux arrivants. Tous les modèles qui ont été faits, ils se basent sur un gaspillage alimentaire de 30%. Là, en termes de communication, en termes d'éducation, sensibilisation, je pense que la ville peut jouer un rôle parce que si on est en train de parler de 30% de la nourriture qui est produite et est jetée. Donc là, on peut aussi, si on parle de soutenir l'autosuffisance alimentaire, certainement réduire le gaspillage va soutenir cela aussi. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a des terres agricoles qui sont cultivées sur des terrains non agricoles. Je peux expliquer, on a les plans de secteur, c'est les plans d'affectation des terres au niveau régional. On a des terres qui sont affectées à d'autres usages, par exemple des habitations, ou des terres qu'on a laissées comme des réserves de terres, donc où l'affectation n'est pas spécifiée. Et ces terres sont aujourd'hui cultivées. On peut imaginer que dans le futur, dans des zones d'habitat, on n'a pas spécialement d'intérêt de laisser de l'agriculture parce que la valeur de la terre est totalement différente. La valeur d'une terre agricole, une valeur d'une terre où on va construire des habitations. Mais je pense aussi qu'à partir du moment qu'il y a un nouvel type de demande, donc une demande sociale, une demande politique, on pourrait éventuellement envisager d'occuper ces terres différemment, à la fois dans les zones qui sont encore sans affectation dans le plan de secteur. On a à Namur des zones d'aménagement communal concerté. On a des actes comme ça qui peuvent, aujourd'hui, qui sont cultivés, qui pourraient éventuellement dans le futur devenir des logements. Mais à partir du moment qu'on a des conflits d'usage, si c'est vraiment un souhait, je pense qu'on a une marge aussi à jouer pour maintenir les terres agricoles qui sont là aujourd'hui. Parce que les potentiels aussi que Namur a de nourrir 25% de sa population, il se base notamment sur la grande présence de terres agricoles sur le territoire. Donc à partir du moment qu'on perd ces terres agricoles, on perd notamment ce potentiel d'autosuffisance aussi. Donc si je comprends bien, la ville de Namur a la superficie et les producteurs, du coup je comprends pas. Qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne? Une politique alimentaire, ça sert en réalité à définir une stratégie de changement de l'alimentation qui permet de coordonner beaucoup mieux des politiques sectorielles qui souvent sont traitées séparément les unes des autres et ne sont pas adéquatement coordonnées entre elles. Qu'elles concernent l'agriculture, qu'elles concernent l'emploi, qu'elles concernent l'enseignement, qu'elles concernent l'aménagement du territoire, on a souvent des politiques qui s'annulent et on ne développe pas des synergies suffisantes entre ces politiques. Et donc une politique alimentaire, c'est une politique coupole qui met ensemble ces politiques sectorielles et se définit un objectif à l'horizon de 5-10 ans pour transformer le système agroalimentaire à l'échelle d'un territoire. Un conseil de politique agroalimentaire est une instance consultative, non décisionnelle, où se retrouvent les différents acteurs du système agroalimentaire d'un territoire, d'une commune, d'une région. Et c'est une instance extrêmement utile parce que ce sont des gens qui connaissent très bien les enjeux auxquels la transformation du système agroalimentaire a à faire face. Ce sont des gens entre lesquels, à mesure que des réunions se multiplient, des rapports de confiance peuvent s'installer. Et ce sont des personnes qui, au sein d'un conseil de politique agroalimentaire, peuvent mettre en avant des recommandations
qui peuvent inspirer le développement d'une politique agroalimentaire à l'échelle d'une ville ou d'un territoire. Idéalement, ces conseils sont représentatifs de l'ensemble des acteurs du système, des producteurs et productrices aux mangeurs et mangeuses, en passant par les transformateurs, par les intermédiaires, les distributeurs, les représentants du monde de l'école et de l'ORECA. Et c'est une manière de s'assurer que les rapports entre ces différents acteurs ne soient plus simplement des rapports développés dans le cadre du marché sur base des signaux des prix, mais que ce soit des rapports construits sur base de l'idée que nous sommes tous acteurs d'une même transformation. Nous pouvons identifier des recommandations qui permettront à chacun de voir sa situation non seulement préservée, mais améliorée pour finalement la santé, le bien-être de la population d'un territoire donné. Alors, la commune dispose de leviers importants pour transformer notre rapport à l'alimentation et aller vers des systèmes agroalimentaires durables. Le levier le plus important sans doute, celui auquel l'on pense spontanément, ce sont les marchés publics, les cahiers de charges qui accompagnent les contrats pour le service des repas en collectivité, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les administrations publiques. Et c'est un levier de transformation important que d'inscrire dans ces cahiers de charges des clauses relatives au respect de normes environnementales ou à l'approvisionnement local. C'est parfois difficile à faire parce qu'il y a une législation sur les marchés publics qui est parfois vue comme restrictive, mais on peut en réalité utiliser des flexibilités importantes pour que la restauration collective soit un levier de transformation. D'autres leviers concernent l'aménagement du territoire pour qu'on puisse développer une agriculture urbaine, même si pour la ville de Namur, ceci est un peu moins pertinent compte tenu de ce que la commune de Namur, qui est assez étendue du point de vue territorial, dispose de terres agricoles importantes. Un autre levier encore, c'est évidemment la politique qu'on va suivre dans l'enseignement. Renouer le contact avec les saisons, avec la terre, en ayant des potagers dans les écoles et en ayant des cours de cuisine pour les écoliers et écolières, ça peut être extrêmement important pour que peu à peu les habitudes alimentaires puissent changer. Ces enfants, après tout, vont ramener des questions dans leur foyer, dans leur maison, et ce sont à travers l'école, des habitudes alimentaires d'une région entière qui peuvent évoluer. L'école est aussi le seul lieu où se retrouvent tous les publics, quelle que soit leur origine socio-économique, et c'est extrêmement important comme lieu d'intégration pour une transformation de la culture alimentaire à l'échelle d'un territoire. Et enfin, un quatrième dernier levier, c'est que beaucoup de citoyens et citoyennes ordinaires, d'hommes et de femmes d'une commune, se mettent ensemble aujourd'hui pour développer des innovations sociales. Par exemple, à travers les groupes d'achat communs qui, en solidarité avec les paysans et paysannes, développent des circuits courts, ou bien à travers des potagers collectifs urbains, ou bien à travers des initiatives de recyclage des déchets alimentaires pour réduire les pertes dans les chaînes alimentaires. On a toute une série d'initiatives qui viennent des gens qui habitent dans une commune, et la commune peut soutenir ces initiatives en utilisant tout le potentiel de ces innovations sociales citoyennes. Avec 35% d'espace de zone agricole, des dizaines de producteurs en circuit court, on crée de vrais liens de proximité. C'est parti. Moi, vous m'avez convaincu, je veux faire partie des acteurs de changement. Mais les consommateurs doivent-ils être les seuls à se mobiliser? Non, bien sûr. Différents acteurs sont concernés par l'agriculture et l'alimentation. Des représentantes et des représentants des pouvoirs publics, du secteur de l'éducation et de la formation, de la recherche, du secteur associatif, mais aussi des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs. C'est sûr. Pour moi, il faut changer pour évoluer. D'ailleurs, c'est décidé. J'ai aussi envie de m'investir dans le conseil agroalimentaire durable mis en place pour accompagner ma ville à définir et mettre en œuvre une politique agroalimentaire.